Bonsoir à tous, vous suivez le 19h30 de RTI2 à la une aujourd'hui. Un SOS pour Aude, âgée de 29 ans. La jeune femme est clouée à sa couchette par une maladie qui déforme son visage et l'empêche de s'alimenter correctement. Notre équipe s'est rendue à son chevet, dans son village. Et à Béni, en RDC, une hausse d'incidence sécuritaire a été observée par le baromètre sécuritaire du Kivu. La ville qui a été relativement épargnée ces dernières années est de nouveau dans la ligne de mire des forces démocratiques alliées. Bienvenue, si vous nous rejoignez, vous suivez l'information sur la chaîne proche des populations. Débutons ce journal par un SOS à Onibrabré, village situé dans la commune de Gagnoa. Aude, âgée de 29 ans, est clouée à sa couchette par une maladie qui déforme son visage et l'empêche de s'alimenter correctement. Chaque jour qui passe, c'est un véritable calvaire pour la jeune femme. Au micro de Théodore Zouzou et Gilles Tonia, elle lance un appel à l'aide aux âmes de bonne volonté afin de recouvrer totalement la santé. Attention, les images sont insoutenables. Âmes sensibles s'abstenir. Onibrabré, village moderne de la commune de Gagnoa. C'est dans cette maison en banco, à la périphérie de la localité, que vit Aude, âgée de 29 ans. Affaiblie, incapable de se tenir debout, Aude est portée pour sortir de la maison. La belle figure d'Aude, d'il y a quelque temps, a fait place à des boules de chair qui ferment presque sa bouche et son œil gauche. Bref, un visage tuméfié. Aude, cette mère d'un enfant de 5 ans, passe des nuits blanches en proie à des douleurs atroces. Aucun remède pour la soulager. Des flacons, mais je vois des champs. Je suis fatiguée, tout mon corps, ça ne répond même pas. Depuis 2 mois, Aude n'arrive ni à ingurgiter un aliment solide, ni à se nourrir convenablement. L'expression de ses membres et l'état de son corps en témoignent. Je bois de l'eau, un café, manger passe pas, toute ma bouche enflée. La cahier de riz et même manger aussi. En l'absence de documents médicaux, gardé par son beau-père, absent à notre passage, Lorraine, témoin depuis le début, revient sur la genèse de ce mal pernicieux et sur les points de blocage dans le traitement de son ami. Et on était à Yamoussoukro début 2025, lorsqu'elle m'a dit qu'elle sentait des pics au niveau du nez. Nous sommes partis au CHU de Yamoussoukro, nous a dit c'est une sinusite. Après, nous avons demandé une radiographie parce qu'elle avait commencé à saigner. C'est les boules de sang qui sortaient maintenant. Au bout de 1 mois, tout son visage est enflé. Il n'y a pas de moyen. Donc je rentre sur mes réseaux et je partage la vidéo. Les gens font une cagnotte à hauteur de plus de 2 millions pour nous. C'est comme ça. On commence à faire les soins, la radiothérapie, la chimiothérapie. Mais on a constaté qu'elle maigrissait toujours. Mais il n'y avait plus de moyens, donc on l'a fait venir chez sa maman encore au village ici. Et suite à ça, la maladie a repoussé 5 millions pour pouvoir l'opérer encore. Faute de moyens financiers, Aude s'accroche à la vie, grâce à l'appui moral et physique de sa tante maternelle. Je n'ai pas peur de la toucher et lui apporter des soins. On était à ses cheveux pendant 1 an à l'hôpital au CHU de Cocody. Sa génitrice, toujours les larmes aux yeux, n'en revient pas face à l'évolution de la maladie. Elle lance un appel à l'aide. Ils ont fait la première opération, ça allait un peu. On a dit, ça va aller. Avant-hier, c'est sorti un coup comme ça. Comme son visage, regarde son visage, c'est comme ça, c'est sorti. Donc on demande l'aide. Aude ne désespère pas. Elle croit en une possible guérison, tout comme sa famille qui prie pour que l'Éternel suscite des personnes de bonne volonté afin de lui apporter l'aide nécessaire au recouvrement de sa santé. Naturellement, toutes les âmes de bonne volonté sont invitées à soutenir Aude afin qu'elle puisse recouvrer la santé. Après cet appel à l'aide à Gagnoa, retour à Abidjan où un autre geste de solidarité vient de redonner espoir à Fatoumata après la visite de la ministre, Miss Belmonde Dogo et des personnes de bonne volonté. C'est au tour des sœurs Sidibé, des triplés adultes résidant dans la commune de Yopougon de rendre visite aux triplés Sidibé dans le sous-quartier Sagou
Sagberan, QG, dans la commune d'Abobo. Au-delà du même nom de famille, les sœurs triplées adultes partagent la même histoire avec les triplés bébés. Ce mercredi 17 juin, émotion, joie, pleurs et câlins étaient au cœur de cette visite, nous dit notre reporter Parasorokone Demadangui. Sagbe Kakteran QG, sous-quartier de la commune d'Abobo. Les sœurs triplées Sidibé Djamila, Samira et Noura ont les mains chargées de vivre et non-vivre. Elles sont venues de la commune de Yopougon pour rendre visite aux bébés Alima, Maïmouna et Aminata, les triplés d'Abobo. Leur visite intervient à la suite du reportage diffusé par la rédaction de RTI2 relatant les difficultés des géniteurs des triplés nés dans des conditions difficiles et dont ils ont de la peine à s'en occuper. Le père et la mère étant tous deux malades. Après les salutations et à peine installées, qu'elles expriment le désir de tenir leur petite sœur entre les mains. Elles sont toutes heureuses. Quand nous sommes arrivés, nous avons eu droit à un accueil chaleureux. On a aimé que je les garde longtemps avec nous. Les sœurs Sidibé sont étreintes par l'émotion. Elles sont touchées par l'histoire des triplés d'Abobo Sagberan QG. En réalité, c'est pour la toute première fois qu'elles entendent parler de la venue au monde des triplées filles comme elles. C'est notre toute première fois de rencontrer des triplés, des filles comme nous. Elles sont toutes belles et magnifiques. C'est émouvant. Les triplés Alima, Maïmouna et Aminata partagent le même patronyme que leurs visiteuses et ont pratiquement la même histoire. Notre papa, ça n'a pas été facile, il était en chômage aussi. Et nous avons appris que le papa des triplés en chômage aussi. Et pourquoi pas venir en aide à papa des triplés aussi. C'est pratiquement la même situation. Pour ce déplacement à Abobo, Djamila, Samira et Noura avaient à leur côté leur grande sœur, Yasmine Sissé. Mes petites sœurs m'ont appelé un matin. Elles m'ont dit, ah grande sœur, on a vu une vidéo là, on t'a envoyé. Mais on veut qu'on fasse une cagnotte pour aller donner à la famille des triplés. J'étais tellement émue. Vraiment, les gens nous ont aidés aussi. La solidarité de la Côte d'Ivoire est incroyable. La visite des sœurs Sidibé saluée par la famille des bébés triplés. Je les remercie bien, je me sens bien. Ils sont venus en plus quitter jusqu'à pour venir regarder les petits sœurs triplés. Vraiment, je suis très heureux. Je remercie tout le monde. Je suis contente de la visite de mes filles triplées. Vraiment, je suis heureuse et je les remercie. Tous ces gestes nous ont marqués. Nous faisons les bénédictions pour elles. À l'issue de cette visite, des prières et des bénédictions ont été adressées au Tout-Puissant pour le bonheur des triplés de Yopougon et de leur sœur cadette d'Abobo. Avant de se retirer, les sœurs Sidibé se sont engagées à fréquenter régulièrement leur petite sœur à l'effet de constituer une grande famille forte et résiliente. C'est dans la joie et la bonne humeur qu'elles ont pris congé d'Alima, de Maïmouna et d'Aminata, même si l'on voyait qu'elles avaient du mal à leur dire au revoir. Un tout autre sujet à présent, à l'occasion de la 12e édition de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. L'ONG Bien-être des albinos de Côte d'Ivoire a réuni autorités professionnelles de santé et personnes atteintes d'albinisme à Daloa. Une rencontre marquée par des échanges, des conseils médicaux et un plaidoyer en faveur de leurs droits. Le reportage de Iafolo Soro de Zahana. Chaque 13 juin, le monde entier célèbre la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. À Daloa, l'ONG Bien-être des albinos de Côte d'Ivoire a saisi cette occasion pour attirer l'attention sur les défis auxquels sont confrontées les personnes vivant avec l'albinisme. Créée en mars 2009 pour lutter contre les violences et les discriminations à leur encontre, l'organisation a également appelé les personnes atteintes d'albinisme à s'accepter afin de favoriser leur épanouissement et leur intégration sociale. Le message que je lance aux personnes atteintes d'albinisme, c'est l'acceptation. Il y a des avancées. Aujourd'hui, nous recevons des crèmes solaires. Aujourd'hui, nous avons des médecins qui viennent faire la sensibilisation. Avant, il n'y avait pas ça. Donc, eux-mêmes qui s'acceptent. 2 conférencières issues du ministère de la Santé ont entretenu les participants sur les complications liées à l'albinisme et les moyens de prévention. Dermatologue à l'hôpital général de Daloa, le docteur Abasso Mireille a particulièrement insisté sur l'importance d'une consultation médicale précoce dès l'apparition d'une lésion cutanée. Le premier facteur, le totem des PAA, c'est le soleil. Je vous exhorte donc à respecter les mesures de prévention
que je viens de donner, que vous connaissez déjà, mais malheureusement, certains ne les appliquent pas. Pour éviter d'aboutir au cancer de la peau, il faut se rendre rapidement à l'hôpital lorsque vous dépistez, lorsque vous détectez une lésion sur la peau. La rencontre a été ponctuée par une séance de sensibilisation, la distribution de crème solaire aux personnes vivant avec l'albinisme et la remise d'un livre blanc aux autorités préfectorales. Un document qui recense les principales préoccupations des personnes atteintes d'albinisme en Côte d'Ivoire. Pour renforcer la cohésion au sein de la communauté ivoirienne vivant au Niger, une assemblée générale élective s'est tenue pour renouveler les instances de l'association. Justin Yao a été élu par ses compatriotes pour un mandat de 3 ans. Il aura pour mission de conduire cette association et défendre les intérêts de ses membres auprès du consulat de Côte d'Ivoire au Niger. Georgette Fofana. C'est Justin Yao qui a été choisi à l'unanimité pour conduire aux destinées de la communauté des Ivoiriens vivant au Niger. Il a été plébiscité à l'issue d'une assemblée générale élective de l'association en présence de Victor Akessé, consul de la Côte d'Ivoire au Niger. Cette élection montre l'unité au sein de la communauté des Ivoiriens vivant au Niger. Justin Yao est élu pour un mandat de 3 ans. Il succède à un autre Ivoirien, le nommé Kouman Yao, qui arrive au terme de son mandat. Selon le consul de la Côte d'Ivoire au Niger, cette élection vient renforcer la cohésion entre les Ivoiriens du Niger. C'est un sentiment de joie, vraiment de joie profonde, de voir toute la communauté ivoirienne du Niger unie comme un seul homme et autour d'un président qui a été élu, qui a été plébiscité. C'est ce que nous voulons, la cohésion de tous les Ivoiriens qui vivent au Niger. Nous n'avons pas besoin de clans, nous n'avons pas besoin qu'on fasse des ethnies ou des partis politiques. Nous sommes unis derrière un seul pays qui est la Côte d'Ivoire. Je suis là pour défendre les intérêts des Ivoiriens ici. C'est ce que le gouvernement veut que je fasse et c'est ce que je tiens à le faire avec l'aide de Dieu. Je remercie le peuple nigérien. Merci beaucoup à toute la communauté. Merci aux autorités nigériennes. Merci aux autorités ivoiriennes et vive l'amitié entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Le nouveau président s'engage à travailler dans l'intérêt de la communauté ivoirienne installée dans ce pays. Je suis très heureux pour la confiance que mes compatriotes ont décidé de placer en moi. Et il faut dire qu'après cette élection, notre premier chantier sera de travailler sur la cohésion, sur l'unité des Ivoiriens vivant au Niger. Et nous allons aussi travailler sur l'intégration, parce que nous sommes au Niger, notre pays hôte qui nous accueille. Alors il faudrait que nous puissions travailler pour qu'ensemble, avec les Nigériens, que nous puissions relever aussi les défis qui nous attendent au Niger. Nous allons nous atteler aussi à travailler sur des projets concrets qui pourraient aider les Ivoiriens en nous appuyant sur notre autorité, notre Excellence, le consul M. Victor Akessé, et aussi sur nos autorités qui sont en Côte d'Ivoire. La communauté ivoirienne du Niger est forte de 3000 membres représentés dans différents secteurs d'activité. Cette association fait de la cohésion, de l'entraide et de la solidarité les piliers principaux de son existence. À Adjamé, le week-end dernier, l'ONG Aide a offert un bilan de santé complet aux fidèles chrétiens de la mission Parole Parlée des 220 logements. Consultations, examens médicaux et radiologie, le tout pour un montant de 7 000 francs CFA. L'objectif de cette ONG est la prévention pour tous, nous dit Théodore Zouzou. Ce samedi matin, Audrey, fiche médicale en main, cherche à se faire une place pour pouvoir faire ses examens. J'avais fait des bilans de santé, mais ces bilans de santé ne figurent pas dans cette fiche-là. Donc c'est pour ça que quand j'ai entendu l'opportunité, ce matin, je suis venu. Tout comme elle, les fidèles chrétiens de cette église des 220 logements dans la commune d'Adjamé sont venus faire leur bilan de santé à moindre coût. Une initiative de l'ONG Action internationale pour le développement durable, l'éducation et la santé AIDS. Cette action ce matin parce que nous avons vu que la première cause de décès en Côte d'Ivoire, c'est la maladie cardiovasculaire.
et aussi donc les maladies pulmonaires aussi affectent de manière sournoise nos populations. Il était question de pouvoir aider les populations, quel que soit leur revenu, de pouvoir au moins faire un bilan de santé complet pour une année et pouvoir donc les aider à pouvoir prévenir toutes ces maladies que nous avons citées tout à l'heure. Après la prise de constante et plusieurs examens médicaux et de radiologie, les résultats sont présentés à un spécialiste pour analyse et consigne. J'ai vu quelques hypertensions artérielles et ça c'est le premier facteur de risque cardiovasculaire qui est aujourd'hui décrit par l'OMS comme une maladie à part entière. Donc tous ceux qui sont hypertendus, il faut les prendre en charge. C'est pour cela qu'on fait l'ECG qui va montrer l'activité du cœur et pour certaines personnes, lorsqu'il y a beaucoup d'anomalies, on demande une échographie cardiaque pour aller voir la contractilité du cœur. Les patients s'en réjouissent. Ça nous réjouit le cœur. Ça nous donne la possibilité, nous qu'on n'a pas les moyens aussi, de faire les examens, pour voir aussi notre santé. Pour le parrain, cette activité est une preuve d'amour à l'endroit de son prochain. Il faut suivre scrupuleusement toutes les recommandations que ces spécialistes, ces agents de santé laissent comme recommandation. Au-delà de la santé, l'ONG Action internationale pour le développement durable, l'éducation et la santé AIDS s'engage pour un monde égalitaire où les populations vivent dans un environnement harmonieux. Ils sont 134 nouveaux diplômés à faire officiellement leur entrée sur le marché du travail. Le Palais de la Culture de Treichville a accueilli ce vendredi 12 juin 2026 l'Université internationale de Grand Bassam qui a célébré sa 12e cérémonie de remise de diplôme. Marlène Zokolo et Jean-Marc Kadjaji. L'Université internationale de Grand Bassam prime pour la 12e fois ses meilleurs étudiants. 134 apprenants de niveau bachelor reçoivent leur parchemin après 4 années d'efforts. C'est une université qui est modelée sur le système américain. Autrement dit, chez nous, les cours se font en anglais. Cette université a formé de nombreux cadres. Après leurs études, la plupart de nos étudiants sont revenus en Côte d'Ivoire où ils se sont mis au service du développement de leur pays. L'émotion est à son comble chez les lauréats. Entre larmes de joie et embrassades, les diplômés et leurs familles célèbrent pleinement ce succès. C'est un plaisir. Mes prochains challenges, je dirais, c'est le master, voir ce que je vais faire en master, ce que je vais faire comme maîtrise. Après, savoir le doctorat et acquérir plus de compétences, avoir de nouveaux savoirs pour le monde du travail et être bénéfique à la Côte d'Ivoire si possible. Je sais l'importance des études. Ces jeunes passent un virage important de leur vie. Il était important de venir ici les accompagner, les encourager. Je suis là aussi en tant que parent d'élèves, puisque mon fils vient de prendre son diplôme. Fondée en janvier 2005 à Grand Bassam, l'UIGB est une université publique ivoirienne de modèle américain, dispensant ses cours exclusivement en anglais. Elle forme les étudiants, même francophones, grâce à une mise à niveau linguistique, à des diplômes de bachelor en sciences, technologie, gestion et sciences sociales. Le vendredi 19 juin dernier, au Casa des Deux Plateaux Vallon, la Fédération ivoirienne de Jiu-Jitsu et de défense personnelle a procédé à son traditionnel stage international de recyclage. Suivant les précisions de Véronique Conan. Axé sur des techniques de défense personnelle, l'instructeur italien, Maître Giancarlo Bagnulo, a permis au club, aux professeurs et athlètes de tous les niveaux d'acquérir d'une part les codes et les critères afin de comprendre au mieux les exigences de la pratique de haut niveau et d'autre part le partage de méthodes d'entraînement visant la performance. Nous avons fait techniques de Jiu-Jitsu, des méthodes Bianchi et des Tambojutsu. Tambojutsu est les bâtons petits. Et nous allons travailler pour connaître la tradition japonaise et pour faire application, par exemple pour la police ou pour la sécurité privée. Présente à cette activité, son Excellence Roberta Di Lecce, ambassadrice de la République d'Italie en Côte d'Ivoire, a salué cette initiative qui s'inscrit dans le cadre d'une coopération ivoiro-italienne au-delà du sport. Je découvre aujourd'hui le jiu-jitsu en Côte d'Ivoire. Je suis très favorablement surprise et surtout très fière qu'elle arrive jusqu'ici grâce à un maestro italien. Les techniques se renouvellent, donc chaque fois, il faut que notre maître vienne
venu recycler. C'est comme un recyclage en quelque sorte. À l'initiative de la Fédération ivoirienne de Jiu-Jitsu et de défense personnelle, ce stage international de mise à niveau était à sa 8e édition et a vu la participation de 300 athlètes venus de toutes les contrées du territoire national. Terminons en République démocratique du Congo, précisément à Beni, où une hausse d'incidents sécuritaires a été observée par le baromètre sécuritaire du Kivu. Dans son dernier rapport, l'organisme révèle que près de 190 civils ont été tués au mois de mai, soit 3 fois plus qu'au mois d'avril, et des attaques menées majoritairement par les rebelles des forces démocratiques alliées. C'est ici que nous nous arrêtons ce soir. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée sur RTI2.